Retrouvez Faut pas rêver avec Ariège-Pyrénées, une destination Occitanie-Sud de France. Unidentified Flying Object, UFO. On parle en français des objets volants non identifiés, ce qui est très proche, OVNI. Pour moi, un OVNI, c'est tout d'abord un témoignage, essentiellement un témoignage humain, une personne qui a observé quelque chose qu'elle n'a pas compris. En général, un phénomène lumineux qui a des caractéristiques qui ne correspondent pas à quelque chose qu'on connaît. Je me dis peut-être qu'un jour, qui sait, on aura une preuve irréfutable, indiscutable, qu'il y a vraiment une vie ailleurs. Je sais qu'il y a quelque chose qui existe, qui n'est pas forcément d'origine terrestre, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle est là? Quelles sont ses intentions? J'ai pas le fin mot de l'histoire. Peut-être que la langue française manque de mots pour expliquer précisément ce genre de travail, d'activité. C'est pas un travail, c'est une activité. Pour moi, l'ufologie, c'est un atelier de recherche permanent à propos d'énigmes qui n'ont pas encore été résolues et qui concernent, à mon avis, l'avenir de l'humanité. J'habitais ici avec ma future épouse. Là, c'était donc le 6 octobre 1988 vers 21h30. Et alors là, arrivé ici, je vois des espèces de lumières qui tournent dans le ciel et qui m'intriguent beaucoup parce que j'avais jamais vu un spectacle pareil. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'amuse avec des lasers? Donc j'arrive ici, mais moi, avant de rentrer, je regarde si ces fameuses lumières étaient toujours là, et ça tournait, et ça tournait, et ça tournait. Alors je me dis, qu'est-ce que c'est? J'essaye de comprendre. Mon amie m'a reçu, elle est allée sur son balcon. Moi, je suis allé dans la chambre où il y avait le téléphone, et c'est là qu'il y a un épisode fantastique. Pendant que j'étais au téléphone, elle voit ces pastilles lumineuses descendre à grande vitesse, une à une, le long de l'immeuble, là, comme ça. Très rapidement. Faire un tour dans l'espace, ici, comme ça, là. Et passer à 50 cm de leur balcon. Et puis, une fois que ces choses avaient longé le balcon, elles remontaient à grande vitesse et reprenaient leur danse infernale dans le ciel, les unes derrière les autres en suivant toujours le même trajet immuable. Et ça a duré plusieurs minutes. Et
J'osais pas en reparler à ma compagne parce que j'étais tellement en colère contre moi-même d'avoir été comme ça, mis de côté. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que moi je n'ai rien pu voir? Et elle m'a dit, avec des yeux dans le vague, elle m'a, sur le coup comme ça, tout de suite j'ai réagi, et elle m'a dit, parce que toi, tu les connais. C'est ça qui est dingue. Tu vois le machin blanc en premier. 1, 2, 3. Il y a les deux autres qui suivent. 4, 5. Donc ce qui veut dire que c'était quand même gros. Alors André, est-ce que tu peux nous dire à quelle heure a commencé l'observation, quand elle s'est terminée? C'était aux environs de 23 heures. Donc j'arrivais en vélo, ici. Là, je me suis arrêté au feu rouge et instinctivement, j'ai regardé en l'air. Et à ce moment-là, j'ai pu observer entre les deux groupes de bâtiments de chaque côté, à une dizaine de mètres au-dessus des toits, donc le passage d'une première lumière, on va dire, circulaire, qui diffusait une lumière assez opaque, enfin une lumière blanche mais assez opaque. Et 3-4 secondes plus tard, suivi de deux autres lumières dans un axe triangulaire, à vitesse très lente. Combien de temps a duré l'observation Je veux dire, entre la première lumière et les deux autres, et la disparition de l'objet, on va dire 5 secondes, 6 secondes. 5 secondes. Voilà, on va dire 5 secondes, voilà. Donc ici, voilà. J'ai vécu en HLM jusqu'à mes 30 ans. Petite, je vivais tout le temps dehors. De toute façon, dès que j'avais fini de manger, je peux aller dehors, j'étais tout le temps dehors. Toujours la passion à regarder le ciel, forcément. Et je me suis dit plus tard, quand je serai grande, si je peux, avoir une maison. Mais une maison à la campagne, où il n'y a pas trop de lumière, pour pouvoir toujours continuer ma passion, pour pouvoir toujours avoir le nez dans le ciel. Ma passion de l'ufologie est née d'une passion transmise par mon papa, en fait. J'ai essayé moi aussi de comprendre à mon tour. Il m'a ouvert l'esprit, en fait. Et, on discutait beaucoup sur des sujets de la vie ailleurs, quoi. Et c'est vrai qu'il m'a ouvert à la curiosité, voilà, à essayer de comprendre les choses qui m'entourent. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de savoir comment ça fonctionne. Lorsque j'étais à l'école à Vitry-François, et c'était en 54 qu'il y a eu la vague d'OVNI. Et donc après, j'étais passionné par l'astronomie, d'abord, et puis par les ovnis. À l'école, je faisais des dessins de soucoupes volantes. Et
Mes copains me prenaient un peu pour un fou parce qu'ils me disaient « Ah, t'es soucoupe, t'es soucoupe, t'es soucoupe ». Et le professeur de l'époque avait entendu ça. Il avait fait des remarques aux élèves en disant « Ne l'appelez pas soucoupe, il est déjà pas bien dans sa tête avec ça. » Alors, essayez quand même de ne pas le se moquer de lui. Donc, j'ai passé mon certificat à 14 ans, à Vitry. Puis ensuite, j'étais au collège, j'ai quitté ma grand-mère. Et maintenant, j'ai 77 ans et je continue. Je suis peut-être un marginal par rapport à ça, mais il y a certains qui me considèrent comme quelqu'un qui apporte des nouvelles versions, des nouvelles choses, qui peut les faire évoluer. Mais les réactions des gens qui pensent ça sont très petites, c'est-à-dire par rapport à 1000, il y en a peut-être 10, c'est tout. Voilà, c'est bon. À mon âge, maintenant, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris et tout ce que je connais, j'espère qu'il ne sera pas perdu. J'espère qu'il faudrait quelqu'un qui reprenne tous les dossiers et qui travaille après moi. Ah oui, et là, je ne sais pas. Moi, pour moi, je suis très très déçu de la façon que les recherches ufologiques se dirigent maintenant. Depuis, je lui dis, peut-être une 10, 20 ans peut-être à peu près, parce qu'on ne voit pas d'évolution. Je regarde maintenant sur Internet, c'est catastrophique. Et les gens ne pensent qu'à faire des bouquins et les vendre. Voilà, ça c'est le but. Achetez, regardez voir, j'ai fait un bouquin, là, vous verrez, voilà, c'est ça qui est important. C'est ça qui est triste plutôt, c'est pas important, c'est triste. Quand on a commencé à travailler sur le sujet dans les années 70, on s'est rendu compte qu'on avait très peu de sources, que des sources indirectes, sur des travaux faits dans les années 50 en France. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous, à partir de maintenant, on va trouver un système pour protéger, sauvegarder les archives, où là, on aura la certitude que quand on laissera des archives, elles traverseront les décennies, quoi, elles seront vraiment protégées. On est à combien là, sur le fond, sur le SOVNI? On est quoi, au quart, à la moitié? Bon, à mon avis, déjà, toute la partie tri, elle est quasiment terminée à 90%, 95%. La fin des inventoriages à faire, à passer en numérique, c'est là où il y a le plus de travail, quoi. Donc là, on va avoir du pain sur la planche, c'est sûr. C'est dans l'air du temps, quoi. Ils ont laissé seuls. Après, on a fait des interrogatoires seuls, des interrogatoires en confrontation. Et après, il a fait bon, le courrier interplanétaire, c'était très analytique. Et n'oublions pas non plus que Vélix vient du courrier interplanétaire, au départ. Hein. Il était membre du courrier interplanétaire, enfin de l'AMI. Mais qu'est-ce qu'il sait? Tiens, bah quelqu'un. Bonjour. Oh, bah tiens, on en parlait. Ça n'a pas été évident pour venir. Et puis je viens de temps en temps ici, puis voilà, ben, je découvre votre local. Ben, je vois que c'est du sérieux, saut. J'en ai jamais douté. Voilà. Une seule fois. Bien, voilà, c'est notre local. Et donc ici, oui. Cette pièce-ci est occupée essentiellement par le fonds SOS OVNI. C'est le plus gros fonds qu'on ait jamais eu. Moi, j'appelle ça le fonds sans fond. Attends, je vais te le noter sur un papier. Une coupure de presse récente, qui est, je ne sais pas si vous êtes au courant, la République de Seine-et-Marne. David Vincent les a vus, donc référence au célèbre... Non mais Crop Circle de Savigny, devine, qui est-ce qui va être intéressé par ça? Je vais envoyer... Ensuite, en fait, il faut savoir que le phénomène OVNI
a généré des milliers, des dizaines, peut-être des centaines de milliers de documents de toute nature. Ça va de la simple feuille de papier jusqu'à la copie numérique. Enfin voilà. Et alors, comme nous sommes neutres, on n'en a pas à trancher. Hein, il y a des ufologues plus sérieux, d'autres qui sont moins sérieux, mais même quelqu'un de peu sérieux peut avoir des archives intéressantes. Ça ne veut pas dire que nous soyons neutres individuellement, évidemment, on a chacun notre opinion, mais dans le cadre du sceau, on met notre opinion en poche avec un mouchoir dessus, et on archive indifféremment, même des trucs qui parfois paraissent totalement farfelus. Hein. Bon, il y en a, des archives farfelues, on en a eu, mais on passe là-dessus, on invente rien. Moi, je dirais qu'il y a quand même trois tendances. Ouais, trois tendances. Parce que quand tu parles des sceptiques, on va dire que tu es d'un côté d'un bord de l'ufologie, et quand tu parles de croyants, tu es d'un autre bord de l'ufologie. Mais tu as des gens qui cherchent à savoir sans avoir d'idée sur le sujet, qui sont ni croyants ni sceptiques. Il y a un problème de vocabulaire aussi, hein, parce que sceptique, étymologiquement, il y a quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui s'interroge. Hein, celui qui nie a priori, c'est un négateur, un négationniste, pourrait-on dire. Parce que je crois qu'ici, parmi les gens du sceau, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit un négateur, qui dit les ovnis, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister, il n'y a pas d'extraterrestres qui nous visitent. Non. Nous, ce que disent les gens qui sont sceptiques, c'est voilà, on n'a pas de preuve qu'il y ait des extraterrestres qui nous visitent. C'est pas du tout la même chose, philosophiquement, que dire ça ne peut pas exister. Il faut partager, il faut transmettre. On n'est pas éternel. Tu as tout à fait raison. Si j'ai commencé il y a 10 ans, il faut partager, il faut transmettre. Parce qu'autrement, ça finit très mal, ça peut finir... ça finit... pas de ténèbres, ça... c'est oublié. Voilà. Enfin, mais c'est intéressant de voir que la piste templière, et alors René Voirino était un petit peu chagriné de voir que... Lorsque les commanderies templières se calent avec la petite ours, pas la grande ours, la petite ours, où il y a l'étoile polaire qui tourne, eh bien c'est un moment où ces alignements se font et on a la possibilité, s'il n'y a pas une intention négative dans le lot du groupe des gens, pouvoir voir cette porte s'ouvrir. Et on a ici la fontaine aux oiseaux où se trouve actuellement cette porte qu'on dit porte induite, qui est un travail sur les mondes parallèles. Quand on parle de problèmes extraterrestres, de problèmes d'ovnis, il faut faire un rapprochement terriblement important entre l'histoire, les courants telluriques, tout ça, c'est très complexe et c'est ça qu'il faut absolument aborder maintenant si on veut avancer dans ce domaine-là et surtout prouver des preuves scientifiques parce qu'il ne s'agit pas de parler, il faut qu'on apporte des preuves avec tout ce qu'on a autour de nous et qu'on n'utilise pas. On y va ? Bon, ce qu'on va faire, on ne va pas passer à travers, on va prendre le chemin ici pour y aller directement. Hein? Bon, alors on va faire un petit tour là-bas. S'il vous plaît. Vous améliorez, vous allez voir la vignette. Nous, notre terre, elle reste comme ça, c'est nous qui gouvernons. Il n'y a aucune raison que vous en... Alors donc, ils ont fait des accords. Il y a aussi le fait, Claude, qu'il y ait des gens un peu quand même, un peu allumés, qui viennent là, qui sentent, qui croient voir qui voient rien du tout, qui sentent rien, mais qui se font des films. Ça aussi, donc, faut aussi rester prudent. Oui, quand j'ai fait des études un petit peu sur les phénomènes, il est possible que des fois, que des gens, dans leur imagination, voient des choses qui n'existent pas. S'il y a une porte induite et qu'elle existe bien, elle se trouve exactement entre ces deux arbres ici. Il y a une sonde sur l'arbre, mais... Il y a une sonde, oui. Venez voir. On va pas aller bien loin parce que là... Et là, parce qu'il y a des bestioles qui piquent. Hein. Vous voyez sur le côté, là. Ouais, on la voit un peu. Là. Vous voyez, il y a un peu rouge. Enfin, un peu... vous voyez? C'est le premier, là. Là, c'est un peu blanc. La fontaine des oiseaux se trouve ici. Là. Mais vous savez que le mystère reste entier. Hein. On travaille de trop, puis voilà. Un coup, on en a en se promenant la voie dans les bois. Au pied d'un arbre, on a fait un arbre. Oui, en bas d'un arbre. Alors, il y a des hommes, est-ce que c'était des particules de poussière? Est-ce que c'était des insectes? Est-ce que c'était l'humidité? Tu sais, il a filmé une boule blanche
Et ça s'est matérialisé d'un seul coup en l'esprit humain. Et moi j'ai pris avec mon appareil photo normal, et sans numérique, et j'ai rien eu sur la pellicule, rien. Non, rien. À l'école, j'étais à l'école des frères, et on m'appelait Soukou parce que je parlais toujours de ça, et le professeur avait dit, et Burkel, il ne faut pas lui parler parce qu'il n'a pas bien dans sa tête avec toutes ces histoires. Traversez le rond-point, deuxième sortie, D17, route de Belleville. La base, c'est de n'avoir aucun a priori et aucun préjugé. C'est-à-dire que lorsqu'on aborde ce sujet, il faut vraiment avoir un esprit ouvert au maximum et être prêt à entendre tout. Alors, il y a des témoins qui nous disent des choses. Il y a des témoins qui nous disent des choses très bizarres, très très bizarres. Ça, je peux vous dire que. Donc, une certaine liberté d'esprit, ouverture d'esprit, sans a priori, savoir écouter le témoin, qui souvent est très heureux de rencontrer quelqu'un qui l'écoute sans lui rire au nez. Donc voilà, le prendre au sérieux. Et puis, alors souvent les témoins viennent vers nous en disant « mais vous avez une explication, qu'est-ce que c'est ?» Malheureusement, on leur dit « nous, on n'a pas vraiment d'explication, on n'a que des hypothèses. » Mais ça serait bien prétentieux de notre part de dire « on sait ce que c'est que le phénomène OVNI ». Là, il faut être clair là-dessus. On ne sait pas ce que c'est. On est sur la piste du petit aéroclub de Brinda. Et c'est là. On a fait une observation un peu particulière. Mon fils et moi, un jour, en fait, on était allongés là. On venait de faire une observation avec notre télescope. Le ciel était parfaitement dégagé. Il y avait juste un nuage dans le ciel. Il y avait juste un petit nuage. Alors, on regardait ce nuage, on disait, mais c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que ce nuage? Et puis à un moment donné, le nuage s'est éclairé de l'intérieur. Et il y a eu comme une lumière qui pulsait. Ça a pulsé. Et ça a éclairé le nuage. Et il y a eu, on avait compté, il y a eu 5 pulsations. Ça s'est éteint. Et puis le nuage a disparu. On n'a jamais su ce que c'était. Voilà. Alors c'est une année un peu particulière pour moi parce que mon fils était atteint d'une leucémie, donc c'est une maladie très très grave. Et il était en phase terminale de sa maladie et il allait mourir quelques semaines plus tard. Voilà. Il y a eu d'autres phénomènes, des phénomènes télépathiques avec mon fils. On a vu aussi à un endroit une boule orange. Enfin, il s'est passé des choses un peu bizarres pendant toute cette période où il était en fin de vie et on était dans un état psychologique très particulier. Et à partir du moment où il est mort, il est décédé, ça s'est complètement arrêté. Comme si il y avait un lien entre mon fils et moi et l'état psychologique dans lequel on était tous les deux. Voilà. J'en tire pas plus de conclusions. Moi, je l'ai vécu, donc c'est une expérience subjective. Ça ne regarde que moi, quelque part. Je ne cherche pas à prouver que ce que j'ai vu est vrai ou n'est pas vrai. Je dis simplement, je l'ai vécu avec mon fils pendant cette période. Voilà. Et pour moi, c'est quelque chose d'inoubliable. Voilà.
Si j'ai passé 50 ans de mes recherches et que ça soit perdu, c'est une catastrophe. Alors que si c'est repris par des êtres humains, et par toi en particulier, ça serait quand même intéressant. T'as tellement envie de transmettre les choses que t'as peur de mourir et de pas avoir tout... J'ai peur que tout ce que j'ai acquis ne soit pas transmis à quelqu'un de valable, ou quelques autres personnes, il n'y a pas qu'une, hein, pour pouvoir continuer, et que ce que j'ai fait ne soit pas perdu. Par rapport, par exemple, il y a 20 ou 30 ans, il y avait beaucoup plus de jeunes qui s'intéressaient. Maintenant, c'est un obstacle, il n'y a plus rien. On a des jeunes qui leur donnent des formations, par exemple, je leur dirais, allez, vas-y, va dans cette forêt-là, va là, passe la nuit là, prends des photos, mettez-vous pour voir les orbes, faites quelque chose, mais passez du temps dessus. Ça bouge pas, j'ai pas de référence, j'ai pas de renvoi, personne. Il faut leur donner envie, tu vois. Bah oui, c'est ce que je fais. Généralement, en fait, à chaque fois que ce soit moi ou quelqu'un d'autre que je vois sur Internet, oui. Tout ce que t'es dur avec eux, tu vois. En fait, t'es aussi dur avec moi qu'avec eux. En final, en fait, tu mets la barrière, mais au final, je veux qu'ils bougent leur... Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut leur donner envie, tu vois. Moi, quand j'ai été dans les endroits où j'avais la trouille, quand ces amoureux m'emmenaient, et j'avais peur, j'ai dit... Toi, mais regarde, toi, t'as eu un guide, ton initiateur Zamouret. Oui. Toi, t'as eu la chance d'avoir un guide. Oui. Mais eux, ils ont qui? Ils ont rien, ils ont personne. On ne demande pas aux personnes de nous croire. D'ailleurs, j'ai horreur de ce verbe. Il devrait être honni, banni du dictionnaire. On a des convictions à partir d'éléments concrets ou pas. Mais croire, pour moi, c'est n'importe quoi. Ah, mon ami Charles! Tu as rien grossi. Tu ne me reconnais pas. Tu as pris du poids. Tu as pris du poids. Je te fais la bise. Ah oui. Oui, dis donc, t'es un jeune homme maintenant. Oui, j'espère le rester longtemps encore, mais c'est pas du tout joué. Oh, t'as quand même une bonne mine. Oui, je suis en forme. Là, depuis quelques jours, depuis que j'ai un régime alimentaire différent depuis une dizaine de jours grâce à la nutritionniste. C'est pas un régime amaigrissant, j'espère. Non. J'étais avec un petit camarade, on jouait au balançoire sous un pommier, et cette lumière passe, donc un engin assez gros, hein, gros. Cette lumière passe, s'arrête. S'arrête. En plein ciel. Ne fait pas du survol, s'arrête. Et là, c'est pour ça. Et il repart. Avec mon petit copain, on n'a pas un mot. Pas un mot, pas un mot. Les gens qui ont subi certaines expériences, quand ils en parlent dans leur famille, la plupart du temps, on se moque d'eux. Donc c'est là que le rôle de l'investigateur, de l'enquêteur, devient intéressant, parce que lui, si la personne se rend compte qu'elle a en face d'elle quelqu'un qui la comprend, qui est en empathie avec elle sincèrement, elle va s'ouvrir. D'autant plus facilement qu'elle a besoin de s'ouvrir. Parce qu'une expérience comme ça, il faut la communiquer. Mais on ne peut pas la communiquer à n'importe qui. Il s'est toujours intéressé à tout ce qui était, on va dire, dans le ciel. Mais avant, c'était beaucoup plus diversifié, on va dire. Maintenant, ça devient... je vais employer peut-être un mot qui est un peu fort, mais c'est comme un tic. Voilà, c'est une drogue. C'est tout le temps. Il se lève le matin, il déjeune, il va faire sa toilette et hop, il disparaît. Il faut l'appeler pour le repas de midi. Le repas de midi terminé, hop, c'est reparti. Jusqu'au repas du soir. Et le soir, et on recommence. Et c'est multiplié par le nombre de jours. C'est le document qu'on utilise lors de nos enquêtes sur le terrain, puisque nous, la vocation première de l'association OVNI Investigation, c'est d'aller sur le terrain à la rencontre des témoins
pour enregistrer leurs témoignages. Souvent, moi j'aime bien, et on le fait systématiquement, on demande aux témoins de faire un dessin. En général, un dessin bien fait est beaucoup plus parlant qu'un long récit d'une vingtaine de lignes. Voilà. C'est un document qui va être archivé dans une base de données qui est gérée par nous et qui compte actuellement plus de 1000 cas. Donc, on a déjà engrangé beaucoup de témoignages concernant des observations d'OVNI. Ça avance toujours doucement ou ça avance doucement, ça fait pas de bruit. Ça n'a pas pris une vitesse Non, il n'a pas vu partir à toute vitesse. Ça avance doucement, à basse altitude. Alors c'est des structures triangulaires très très noires. On a l'impression que ça n'a pas de l'épaisseur. Et il y a toujours 3 feux à chaque angle. Voilà. Alors des fois vous avez un feu central qui est plutôt rouge ou orange, mais souvent c'est des masses noires sombres qui se déplacent comme ça lentement au-dessus des toits, quoi. Et il y a des cas, il y a des cas. Je sais que ça peut étonner lorsqu'on en parle comme ça, mais... La seule chose, c'est le dirigeable. Mais il en est tellement peu. Le dirigeable, ouais. Mais après, ils sont motorisés aussi, donc il y a automatiquement oui, du bruit. Il y a du bruit, ouais, effectivement, en dirigeable. Mais qui utiliserait un dirigeable de nuit? Il y a très très peu. Je ne sais pas. À basse hauteur. Ouais. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est d'origine terrestre. Donc, si c'est pas quelque chose d'origine terrestre, c'est extraterrestre. Ce qui veut dire que, voilà, on arrive tout de suite à des conclusions qui peuvent paraître un petit peu extraordinaires, mais ce qui voudrait dire que notre planète est visitée par des engins qui ne sont pas d'origine terrestre. Bon, ça, je vais peut-être pas en avoir besoin. Ils ont rentré leur avion. Hein. Ils rentrent en ce moment. C'est tranquille, il n'y a pas d'avion dans les environs. Non, il n'y a rien. Rien du tout. Puis on a un ciel bleu. Si tu vois une soucoupe, hein, tu peux lui dire de se poser. L'aérodrome est ouvert, ils peuvent se poser cette nuit. Alors tu connais la dernière nouvelle? Non. Une femme qui m'appelle, qui me dit « Oh, surtout, je veux l'anonymat ». Ça commence comme ça. Elle a vu un truc immense, en forme de soucoupe volante, couleur bleue, rouille et gris. Ces 3 couleurs-là mélangées. Tu vois? Et ça représentait en dimension la moitié du village de la Fourchotte. Alors tu prends une carte au 25 millième, tu calcules la dimension, ça fait le village de la Fourchotte, il fait plus d'1 centimètre. 1 centimètre, ça fait 250 mètres. Elle a vu un truc qui faisait au moins 250 mètres. Une sorte de disque, en forme de soucoupe. En mars-avril 2016. Et elle m'a contacté que maintenant. Alors, elle veut pas que j'aille chez elle. Elle va me donner rendez-vous sur son lieu de travail parce que son mari est tellement rationaliste. Elle a dit, si je lui dis ça, il va me faire interner. Elle a peur, tu vois, jusqu'à ce niveau-là, tu vois. Là, il faut que j'aille l'enquêter, celui-là, parce que c'est vraiment un truc, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Si on pouvait le voir ce soir, ce serait bien. Il est encore dans le coin. C'est la seule personne qui t'a contacté? Ben, il n'y a qu'un seul témoin, c'est ça.
Bah oui, parce que je sais que ça caille après. Voilà. Chaque fois je demande et personne Il me faut dit. dégager, il faut aller au rond-point, on n'a pas de petit trou qui vend bien. J'étais dans les 10 Technique. Oui, il faut qu'on va récupérer Même si ton matériel peut être performant, toi tu peux avoir aussi des problèmes au niveau des yeux. Oui. C'est vrai. Et voilà, donc ça peut jouer aussi sur l'interprétation de l'observation. On voit bien le cratère. C'est un combien? C'est un 280 ça? Un... Oui, c'est ça, c'est un c'est 280. On voit bien, hein, Ouais, ils sont les cratères. On a vu effectivement une petite boule qui est au loin, juste en face où se trouve à peu près la Lune là actuellement. Une petite boule qui a grossi après, qui est devenue à peu près grosse comme un pamplemousse. Et au départ, elle était immobile. Et on l'a vu après se diriger en direction du sud, hein, c'est ça, le sud là-bas, oui. La direction, ça a suivi et c'est passé derrière la tour. Et on l'avait filmé avec notre caméra HD. Et on a conservé l'enregistrement sur une bande VHS parce qu'on avait un magnétoscope qui enregistrait tout ce qu'on voyait durant notre soirée. Et donc cette boule paraissait bizarre parce que il n'y avait pas de feu anti-collision comme sur un avion. Hein. Clignotait pas en fait. Ça clignotait pas. Ce point lumineux, ça n'avait rien à voir avec un avion quelconque. Donc pas un avion, pas un satellite. Un hélicoptère non plus, parce que bon... Vous voyez là, il y a un avion de ligne qui passe, qui doit passer dans le coin là, là-haut. On entend quand même le bruit. On l'entend, on entend le bruit. On l'entend un peu après, vous voyez, le bruit, l'avion précède le bruit. Alors que pour ce phénomène, il n'y avait aucun bruit. Il n'y avait aucun bruit. T'as quoi là? Il y a NGC 093. Oui, bah non, là plus. Non. NG 121. Galaxy M4. Au sein du réseau Opération sur E4, on n'est pas plus ufologue qu'astronome. On est des observateurs du ciel et de l'espace. On rassemble à la fois des astronomes, des ufologues, des scientifiques, et on fait de l'observation du ciel et de l'espace pour tenter de répondre à toujours cette grande question, y a-t-il une vie possible ailleurs? On ne parle pas d'extraterrestres, on parle de vie possible ailleurs. Pourquoi? Parce que c'était des lumières? Non, c'était une boule. Moi, j'ai vu une boule lumineuse et mon ami a vu une boule en fer. C'était plus une boule métallisée. C'est magnifique. À l'horizon, là. Tu m'entends? Bonsoir. Ici, c'est bon, ça commence à être la nuit noire, ça commence à être bien. On a des regroupements là, c'est important sur certains sites. On a Col de Vence dans les Alpes-Maritimes. Il y a une très bonne participation. Et d'autres lieux où c'est en moyenne 2-3 personnes. Mais bon, ça n'empêche pas la qualité. Je suis d'accord avec toi. Même seul, c'est bien aussi. On se tient au courant? À plus! Ça serait cool qu'on en ait une alerte. Ah, la veillée n'est pas terminée. Tu veux venir m'accompagner un peu? Non. Non. J'allais me bouger après. Oh, moi je te souhaite bonne nuit. Je te raconterai tout demain. Tu fermeras les volets, ok? Oui, je fermerai tout comme d'hab. Je vais peut-être transmettre ma passion, je vais finir par la transmettre. Quand ils seront à un âge où ils plus grands, où se poseront encore des questions un peu plus, je serai là. Et si ça se trouve, bientôt on sera 3, définitivement, avec mes 2 garçons.
Je l'attaque au niveau de sa supercherie, mais c'est sûr. D'abord, est-ce que le vrai gros de Saint-Marie, ça, elle attaque le fantoche qui fait surface actuellement. Ça n'a rien à voir avec Attaquez votre président de la République, il est encore plus fantoche que lui. Il est encore plus fantoche que lui. Bien sûr, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très, très bien, moi j'admire des garçons. C'est du matin jusqu'au soir. Disons qu'il n'a aucune disponibilité pour nous. Il est constamment dans ses livres, sur son informatique, il étudie, il regarde, il cherche et plein de choses. Et donc dès qu'on lui pose une question, ah, qu'est-ce que tu veux? Non, pas de disponibilité pour nous, que pour ses recherches. Parce que je sais que j'ai tellement de choses à découvrir avec ce qui me reste comme vie à vivre, comme temps, que je sais que je ne pourrai jamais comprendre tout. Mais... Et voilà le problème de Claude, c'est qu'il court après le temps. Il a tellement peur de ne pas arriver à dire tout ce qu'il a en lui, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il sait. Il n'arrive pas à trouver quelqu'un qui apprend comme lui ou il voudrait l'initier, mais il n'arrive pas à trouver cette personne. Et donc ça le mine. Ça le mine profondément. Voilà. C'est Claude, on peut pas... c'est un amour, mais il vit que pour sa passion. Alors la conclusion, bon, c'est vrai, je dis souvent que nous, enquêteurs d'OVNI Investigation, on n'est pas là pour fournir des explications. On ne peut pas dire, voilà, ce que tu as vu, c'est ça. Ça me semble un peu difficile de le dire. Bon, après, lorsqu'on élimine les hypothèses, il reste une ou deux hypothèses. Voilà. Bon, soit c'est d'origine humaine, soit c'est pas d'origine humaine. Bon, il semblerait que dans le cas présent, ça ne soit pas d'origine humaine. Après, lorsqu'on a dit ça, est-ce qu'on a résolu le problème? Non. On pose plus de questions qu'on apporte de réponses. Donc la conclusion, en fait, de ce dossier, c'est que ce que tu as vu ne correspond absolument pas à ce qui est connu. Enfin, c'est pas un phénomène naturel connu. C'est pas la Lune, c'est pas la planète Vénus ou Jupiter. C'est pas. Je pense pas qu'on puisse en plus l'assimiler à un astre ou à quelque chose. Voilà. J'ai pas confondu ça avec la Lune ou avec une planète avec, disons, une planète, luminescence du particule Jupiter ou Mars en ce moment. Mars aussi, qui est très visible. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est... Alors donc, on passe aux engins artificiels d'origine humaine. Bon, c'est hélicoptère, avion, ballon, dirigeable, etc. Donc ça colle pas. Voilà. Donc reste une hypothèse, comme tu disais tout à l'heure, exogène. Michael, tu viens voir, j'en ai attrapé une. Pas la caméra, pas moi, mais... J'ai une petite météore qui aime bien regarder avec moi. Regarde, viens voir. Viens. Mets-toi bien face parce qu'en fait, elle passe très vite, comme d'hab. Je te dis pas où elle est, comme ça tu la repères toi-même. Là, tu l'as vu ça? Ah, je te la remets? Ouais, bien.
Ah, elle est pas mal, elle dure longtemps. Elle éclaire bien, pratiquement tout le champ. Et en plus, elle n'est pas trop rapide, on a le temps de la voir. Parce que parfois, elles font plus rapide que ça. Ouais, voilà, tu vois. Mes enfants, comme moi, j'ai toujours été curieuse sur beaucoup de choses. Ben, je leur ai inculqué la curiosité aussi. Hein. Tu vois, toutes celles-ci, elles ne sont pas entières. Un peu ici. Là. De savoir si on est tout seul ou pas dans l'univers, pour eux, on n'est pas seul. J'ai été directeur de cette école de 1976 à 1999. Il se met à pleuvoir. Il se met à pleuvoir. C'est pas grand-chose cette pluie. C'est une pluie presque sans nuages. Ça s'appelle en météorologie une pluie adiabatique. Ah, c'est joli ce qu'ils ont fait. Ah, j'aime bien. Oh, il y a eu l'aide d'un artiste là. Hein. Mais c'est bien, ça n'existait pas, ça, à l'époque. Ah, super, je découvre ça en même temps que vous voyez. Ah, ça fait longtemps que je ne me suis pas retrouvé ici. Hein. Mais bon, j'ai pas de nostalgie, moi, parce que la pire chose au monde, de mon point de vue, c'est quand j'entends dire, et je l'entends souvent, comme vous probablement, « Ah, si j'avais su. Oh, quelle triste parole. Quelle triste parole. On vit ce qu'on vit, mais on le vit le mieux possible. Comme ça, on évite ce genre de regrets. Je continue à me coucher tard, à me lever toujours à peu près à la même heure, et puis à trouver que le temps passe trop vite, et de plus en plus vite. Ah oui, ça c'est certain. Hein. Oh là là. J'aimerais bien revoir un ovni devant des milliers de millions de personnes qui puissent dire comme moi, je l'ai vu, ça existe bien, ce n'est pas un mirage, ce n'est pas une utopie, c'est vraiment la réalité. Et maintenant, nous avons la preuve qu'il y a des peuples venus d'ailleurs qui sont avec nous et qui sont parmi nous et qui vont nous apporter quelque chose de positif. Ça arrivera un jour, oui. Je ne pense pas être là pour le voir, mais je pense que nos petits-enfants ou nos enfants pourront certainement y assister. Mais moi, je ne pense pas que ça sera dans ma génération où je serai encore en vie. S'il n'y avait pas une dimension mystérieuse dans la vie, ça serait triste. Le mystère, c'est l'inconnu, c'est ce qu'on ne comprend pas encore, c'est ce qui nous reste à découvrir, et c'est une quête perpétuelle. Je sais qu'il y a quelque chose qui existe, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle est là? Quelles sont ses intentions? J'ai pas le fin mot de l'histoire. Quand je disparaîtrai, je sais qu'on n'aura pas la solution du problème. Et c'est peut-être souhaitable, parce que si on avait la réponse totale à toutes les questions, les gens s'ennuieraient fort. Plus on découvre des choses nouvelles au niveau scientifique, plus on a de questions qui se posent sur la réalité de notre univers. Moi, mon rêve, ça serait carrément qu'ils se présentent à moi, qu'ils disent bonjour, voilà, nous venons
de telle galaxie, Andromède, ou je sais pas, moi j'en sais rien. C'est un rêve, mais bon, si on n'a pas de rêve, on vit pas.